Bonjour à toutes et à tous, salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Kick Parade numéro 64. Avant toute chose, nous avons un gagnant. We have a winner. Pour la solo box de Terra Mystica qu'on avait mis en jeu la semaine dernière, nous avons un gagnant qui s'appelle Raphaël Béraud. Bravo, félicitations. Pour la suite, mon cher Raphaël, notre cher gagnant, tu nous envoies un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran avec une petite capture d'écran de ton profil YouTube pour prouver que c'est bien toi. On est obligé de le faire. Et puis voilà, avec tes coordonnées. Et puis on t'envoie la solo box de Terra Mystica. Et bien très vite, voilà, et encore félicitations. Bravo. Et puis on essaiera de vous faire gagner des jeux de temps en temps. Ça dépend un petit peu des éditeurs, quand ils nous en envoient ou pas, c'est pas forcément, mais bon, on quémande pour vous. Ça va se reproduire, ce sont des choses qui vont se reproduire. Et évidemment, merci à tous les participants d'avoir joué le jeu, pour vos petits messages un peu sympas. On vous remercie tous, on a tout bien lu. Totalement. Et puis merci à Super Meeple pour ce cadeau. Alors, on aborde le top 10 de la semaine avec en 10e position, alors là j'aurais jamais cru qu'il rentrerait, c'est Solar 175, le 4X de science-fiction, enfin 4X pas tout à fait, c'est plutôt un jeu de gestion spatial qui en est à 137 000 €, 1375 contributeurs, il reste une dizaine de jours, on l'avait mis en nouveauté je crois c'était même pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, ouais. Donc avec un plateau ma foi très compliqué. Et il y a un aspect aussi legacy, je sais qu'on peut voter pour des gouvernements qui nous apportent des bonus. Bon, on en avait pas mal parlé, je vous conseille de voir l'émission numéro 62 du coup. En tout cas, il aura quand même réussi les 10 derniers jours de sa campagne à se hisser dans le top 10 de Kick Parade. Oui, et puis je suis d'accord avec toi, il faut bien insister sur ce hisser, parce que c'est quand même pas un top 10 un peu chiche, comme des fois on peut voir des jeux peut-être un peu plus modestes qui arrivent à se hisser dans le top 10 parce que les semaines sont un peu pauvres. Non, là c'est une grosse semaine, et donc du coup voilà, 1375 contributeurs à l'heure qu'il est, et que finalement il a réussi à trouver son public. Il est monté doucement mais sûrement. 9e place, Small Samurai Empires plus Expansion plus Playmat. 70 000 €, 1563 contributeurs. C'est la dernière semaine avant la fin de la campagne. Vous avez été nombreux à nous dire dans les commentaires que c'était un jeu qui vous branchait énormément, ou en tout cas que c'était une extension qui vous branchait énormément, parce que à la base, cette nouvelle campagne Kickstarter, c'est pour une extension, même si bien sûr vous pouvez prendre le bundle, comme on dit, c'est-à-dire le jeu de base, pour rattraper le train en marche. Et donc voilà, donc la somme n'est pas énorme parce que le jeu n'est pas très très cher, mais il arrive quand même à 1564 contributeurs dans sa dernière semaine de campagne. Une belle campagne. Après voilà, c'est un jeu qui proposait pas de stretch goal, donc c'est une campagne qui a pas beaucoup évolué sur le papier par rapport à ce qu'on a pu vous dire la semaine précédente. En tout cas, ça a vraiment rencontré son public, et pour un prix qui est tout à fait modeste, et je pense que ça joue énormément. Surtout par les temps qui courent. Ensuite, 8e position, Tiwanaku. Alors là, c'est notre big box de la semaine. Enfin, notre version Deluxe, je ne sais pas. C'est exclusif Deluxe Edition. Alors moi, je n'ai jamais joué à ce jeu. Je l'ai découvert sur la campagne, durant cette campagne. Mais ce qui est assez drôle, c'est que j'ai repensé à ce que tu disais la semaine dernière, il me semble. J'en ai marre de ces jeux qui se passent en Amérique du Sud. J'allais te le dire. Complètement bariolés. Ouais, c'est ça. Bon, je pensais à toi tout de suite. J'ai pas dit que j'en avais marre. Je trouve que effectivement, c'était une espèce de réflexe de designer. C'est dès que ça se passe en Amérique du Sud, tout de suite, il faut faire péter les couleurs comme c'était le carnaval. Et là, pas du tout, justement. Je trouve que là, le jeu a vraiment une identité graphique propre et qui ne part pas dans les clichés. Belle boîte, beaux composants. Couleur sobre, beau rangement à l'intérieur. Puis en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un jeu qui, déjà qui est original, parce que c'est à la fois du placement, de la déduction, mais en plus le jeu va proposer donc différents scénarios par le biais d'une espèce de roue en forme d'artefact 1K, mais il y a aussi la possibilité de jouer en compétitif, en coopératif, en solo. Le jeu a vraiment été complètement revu de A à Z. Il y a la possibilité de télécharger les règles, même si pour le moment c'est encore un peu en cours, mais en tout cas ça peut vous donner un premier avis sur à quoi va ressembler le jeu. 7e place, c'est Motor City qui a gagné 3 places par rapport à la semaine dernière. Donc c'est le petit jeu de fabricant de voitures en roll and write. Voilà, avec une belle... j'y connais rien en bagnole, c'est quoi une Ford Mustang dessus? Je ne sais pas. Je pourrais pas t'aider. Voilà, je suis une tâche en bagnole. Je te laisse. Mais non, c'est le genre de bagnole que tu voyais dans les
dans les séries policières des années 70. Moi j'aime bien, je trouve ça rigolo. Enfin bref. Donc voilà, c'est un roll and write autour d'une usine de voitures et de la vente aussi. Il faut les vendre après. 39 259 €, 1611 contributeurs. Il reste 10 jours avant la fin, on va le retrouver la semaine prochaine. Mais ça prouve que le roll and write est vraiment une mécanique tendance en ce moment. Je vois même en boutique, il y en a plusieurs là qui sortent en avril et en mai. Et c'est vraiment un style de jeu qui a le vent en poupe. Il y a aussi un petit défaut moi que je reproche à cette campagne, c'est que je trouve qu'avoir mis des paliers de stretch gold tous les 10 000 €, sachant que le prix de vente est de 29 €, ça me semble un peu compliqué de débloquer autant de stretch gold quand bien même la campagne réussit. Et je trouve ça assez dommage parce que là où ça pourrait être moteur d'un engouement particulier, bah en fait là j'ai l'impression que les stretch gold se débloquent assez péniblement alors que la campagne marche très bien et du coup l'évolution de la campagne n'est pas représentative de son succès à mon sens. Tu veux dire qu'il tire un peu sur la corde là? Bon, peut-être. 6e place, alors là c'est un gros morceau et c'est une entrée, c'est Malia Lands of Legends. Il en est à 265 000 €, 2050 contributeurs à l'heure où nous enregistrons cette émission. C'est une campagne courte, 15 jours. Bah, ça fait longtemps que ce projet traîne dans les forums, les salons et autres festivals. J'ai moi-même pu l'essayer 2 fois, une fois à Paris et Ludique en 2018. Je crois que tu y étais aussi. J'y étais aussi, Voilà. et même pour tout dire, je me rappelle que quand j'ai commencé à m'intéresser au projet de jeux de plateau sur Kickstarter, j'étais un petit peu à la traîne par rapport à d'autres, même certains parmi vous. J'étais tombé sur ce projet assez rapidement sur leur page Facebook à l'époque, c'était pas du tout le même design, etc. Donc c'est un projet que je suis de très longue date, et du coup c'est un peu avec une certaine émotion qu'on voit enfin la campagne se lancer. Moi je l'avais Même réessayé à si SN. je trouve qu'il y a quand même des choses à dire sur cette campagne. Voilà, bah on va les dire. Alors, Malia, donc c'est un jeu d'aventure et d'exploration d'Heroic Fantasy dans lequel vous allez incarner des héros. Ces héros vont devoir accomplir des quêtes. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'il y a une gestion micro et macro. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir des tuiles un peu à la manière d'un dungeon crawler, mais également vous pouvez voyager à travers la contrée à l'aide d'une carte, donc de dézoomer vos aventures. Et donc rien ne vous empêche, lorsque vous avez une quête à accomplir dans un endroit, de faire des détours. Le concept est très intéressant. Alors ça fait 6 ans qu'ils développent ça. C'était très très novateur, je pense, il y a 6 ans. Enfin, ça l'est toujours. Enfin, c'est toujours original, mais il me semble avoir vu dans quelques campagnes depuis, donc j'espère que ça leur porte pas trop préjudice. Alors maintenant, objectivement, cette campagne. Alors, objectivement, moi je trouve que tu sens que la page elle est travaillée depuis des années, cette idée de transformer la page elle-même en dites donc vous êtes le héros, en se rendant à certains points, etc. etc. Je trouve que c'est plutôt bien fichu, je trouve que c'est assez clair, comme souvent avec les projets de la boîte de jeu, c'est-à-dire qu'ils vont pas se perdre en 36 000 possibilités de soutien avec des contributions. Il n'y en a qu'une d'ailleurs. Voilà, là il n'y en a qu'une seule, voilà, c'est très simple. Il y a des stretch goals qui se débloquent de manière... je crois qu'ils ont cette particularité de se débloquer en fonction du nombre de contributeurs, ils me semble plutôt sympa. Il y a plein de vidéos pour voir les règles de manière un peu rapide, et ça je trouve ça super bien. Plutôt que d'avoir une longue vidéo d'une demi-heure, on va avoir plein de petites pastilles concentrées sur différentes parties du gameplay, et ça je trouve que c'est une super idée. Il y a beaucoup de artwork. Il y a beaucoup d'artwork, de toute façon on sent qu'ils avaient envie de proposer un lore particulier, c'est ce qu'on avait vu avec les développeurs depuis la création, hein. C'est que ce lore, ils n'ont pas voulu utiliser quoi que ce soit d'existant, ils sont partis de rien, ça se passe sur une autre planète, avec des races qu'on ne connaît pas du tout, un lore qu'on va découvrir au fur et à mesure, un peu ce qu'avait proposé Gloomhaven à sa manière, et ça je trouve que c'est vraiment tout à leur honneur, sachant que voilà, c'est bloqué avec un artwork, etc. Ça c'est plutôt sympa. Ensuite, si on rentre pleinement dans le cœur du jeu, moi j'avoue que la phase macro, donc sur la carte du monde, je trouve ça extrêmement bien fichu. Cette idée de se déplacer en fonction des jours, de prendre des cartes, en fonction du lieu où on est, on va la placer, soit ça va nous faire nous créer des événements, soit ça va nous permettre de débloquer des choses qui vont nous permettre d'évoluer. Je trouve ça vraiment, vraiment bien foutu. Là où pour moi le bas blesse, c'est dans la partie Dungeon Crawler.
parce que, on le disait, c'est un jeu qui se développe depuis 6 ans, et je trouve que encore aujourd'hui, il a peut-être 6 ans de retard sur cette partie-là. Alors attention, c'est très bien, ça fonctionne. On a vu des jeux style Sword and Sorcery sur lesquels ce style de gameplay, ça fonctionne très bien. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a trouvé des mécanismes qui permettent de simplifier énormément ce style de gameplay sans passer par 150 000 tokens, sans passer par des installations à partir d'un bouquin. Justement, on voit, il y a un bouquin qui nous présente les lieux, et comme avait pu le faire par exemple la version Jaws of the Lions de Gloomhaven, pourquoi ne pas mettre directement les tuiles sur le bouquin aujourd'hui? Je trouve qu'il y a des choses comme ça qui pourraient passer de manière beaucoup plus intuitive, de manière beaucoup plus ergonomique. Ça ne retire encore une fois en rien l'idée, en graphisme, à la manière dont ça joue. Mais j'avoue que je pensais que ce serait sur cette partie-là qu'il fallait apporter peut-être le plus de modernisme, et ça n'a pas vraiment été le cas. Et du coup, si la campagne est très bien, etc., j'ai quand même l'impression qu'elle est un poil anachronique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, moi c'était la première impression que j'avais eue à l'époque, déjà en 2018. Je trouve que le jeu est très agréable, hein, on est vraiment immergé. Mais je me rappelle que l'un des développeurs m'avait fait un petit exposé et m'avait dit oui, c'est du jeu de rôle sans se prendre la tête avec les règles. Et au fur et à mesure du jeu, je me suis dit mais en fait, je suis pas sûr que ça soit plus simple que de se mettre les pieds sous la table et d'avoir un maître du jeu qui connaît les règles. Ou même si t'es maître du jeu, bah oui, tu t'enfiles un bouquin de 200-300 pages certes, mais remplacer ça par des milliers de tokens, des cartes, et je me dis finalement est-ce que c'est beaucoup plus simple que de faire un jeu de rôle? Bah je suis pas persuadé à 100%. Voilà, mais ça vaut pour Malia comme pour d'autres, hein. Donc c'est une réflexion globale sur ce genre de jeu. Donc voilà. Et deuxièmement, moi j'ai fait que des essais à peu près d'1 heure sur le jeu, qui était le scénario d'intro, d'ailleurs que vous pouvez tester sur Tabletop Simulator. Mais je me demande, c'est une vraie interrogation, hein, j'ai pas la réponse, si pendant une période de 2, 3, voire 4 heures de session de jeu, parce que c'est le genre de jeu très immersif où on n'a pas envie d'arrêter en général, donc on fait des grosses sessions, est-ce que toute cette gestion micro-macro, tous ces tokens, tous ces personnages, est-ce que c'est pas un peu une usine à gaz de gameplay, quoi? Voilà, et donc ça, là, j'ai aucun moyen d'y répondre à part d'en faire une grosse partie. Donc il faut surveiller ça. Sinon c'est très ambitieux, on leur souhaite beaucoup de succès, parce que c'est un projet qu'ils ont vraiment mené de front, hein, au début en amateur, et après ils ont su développer le truc, trouver des partenaires, trouver un éditeur de poids. Donc c'est vraiment une belle success story, et on les félicite. Bon. Ouais, on leur souhaite beaucoup de courage, parce que c'est vrai qu'on sent la passion derrière ce projet, donc quand bien même on souligne selon nous, quelques légers défauts. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, hein, dans les commentaires. Je pense qu'il va y avoir du commentaire sur Malia, vu comment il était attendu. C'est vrai. Surtout pour un public français qui était assez... on le sentait, il y avait un certain chauvinisme. C'est français, monsieur. Et en même temps, c'est vrai, ça fait plaisir. Oui, bon après c'est pas comme si les Français étaient à la masse sur les jeux, hein, quand même. Hein. Non, mais il y a un côté un peu success story, quoi. Oui, ça je suis d'accord. Voilà, ça fait 6 ans qu'on les voit tenter de vendre leur projet. Plein de fois, ils auraient pu lancer une campagne, mais ils ont préféré attendre que le projet soit, selon eux, le plus abouti possible, etc., etc. Et je suis content de voir que cette attente en fait, est un succès, et je trouve ça bien de voir qu'il y a encore des projets qui sont capables de prendre leur temps, plutôt que certains éditeurs, on ne citera pas, hein, mais qu'on a déjà cité pas mal de fois, qui nous sortent un jeu pour finalement nous changer tout le gameplay en cours de livraison. Allez, c'est bon pour Malia. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous attendez Malia, ce que vous en pensez. J'imagine qu'on n'a pas besoin de vous le dire pour que vous le fassiez. Numéro 5, c'est League of Dungeoners, un autre dungeon crawler. Bon, il gagne 2 places cette semaine. Oui, c'était plutôt toi le spécialiste sur League of Dungeoners. 246 000 €, 2228 contributeurs, et il reste une dizaine de jours avant la fin de la campagne. Effectivement, c'est vrai que c'est 2 projets qu'on peut un peu comparer. Ils ont tous les deux un peu cette approche old school, ils ont ce côté micro-macro, comme tu le disais, avec d'un côté une carte sur laquelle on va devoir déplacer notre équipe, et ensuite des donjons qu'il va falloir explorer. C'est vrai que graphiquement, je trouve que ce jeu-là est beaucoup moins réussi que Malia. Après, c'est vrai qu'il a l'air moins intimidant. Voilà.
4e place, Sentinels of the Multiverse, qui perd une petite place cette semaine. Il y a encore là une bonne dizaine de jours, 254 000 euros, 3782 contributeurs. On en a beaucoup parlé de ce projet, il est resté très longtemps. En tout cas, mission accomplie. On avait vu qu'il y avait, c'était un univers créé de toutes pièces de super-héros qui dure. Parce qu'il y a vraiment des fans derrière, parce que c'est pas le premier jeu qu'ils font, ou la première extension qu'ils font sur cet univers, et que ça marche à chaque fois. Après, on en a déjà longuement parlé, et à mon avis, ce sera pas la dernière campagne de Sentinel, on verra dans l'émission. On va passer aux nouveautés, qui sont encore très nombreuses. Je te propose de commencer avec une petite virée chez les druides. Très bien, allons-y. Eh ben vas-y. Alors, donc, qui dit virer chez les druides dit aussi qu'on part temporairement sur GameFound avec Hawk, donc un jeu où vous allez devoir jouer un clan de druides donc sur un chêne magique, et il va falloir gérer entre cartes et puis placement d'ouvriers pour tenter d'être l'attribut qui obtient le plus de faveur de cet arbre sacré en montant le plus haut dans ses branchages et étant capable de déchiffrer ces messages magiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça se joue sur 2 plateaux, des plateaux individuels avec le village de nos druides et puis un plateau central avec cet arbre. Il y a 2 propositions, à la fois une version simple et une version deluxe. Et pour le coup, on sent la différence entre les deux. Vraiment, la version Deluxe est j'ai presque envie de dire qu'elle est indispensable par rapport à la version normale. Je pense que il a été un peu éclipsé par rapport à d'autres projets, mais il reste encore 22 jours, donc Metallic. Ouais, après, dans le top. Il en a 1158 backers, 81 000 euros, c'est pas, il reste 22 jours, ouais. Je pense qu'on va le voir. Ça va, Non, mais le jeu a l'air effectivement cool. Bon, c'est du pur placement, c'est du pur placement d'ouvriers. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez customiser vos meeples de druides. C'est-à-dire que vous pouvez leur donner une caractéristique et du coup vous rajoutez comment on appelle ça, des bois de cerf sur la tête, soit un petit sac à dos, soit une petite écharpe, selon ce qu'ils peuvent apporter ensuite dans le jeu. Je trouve que c'est purement, c'est pas purement cosmétique d'ailleurs parce que ça fait partie du gameplay, mais je trouve que c'est une belle petite idée en tout cas. Et c'est vrai que le design avec cet arbre est plutôt, c'est presque apaisant ce jeu, je trouve. Se plonge dans mère nature pour l'honorer, quoi. En fait, c'est un peu ça le truc, quoi. Allez, moi j'enchaîne avec Kickstarter, un jeu dont on avait parlé lors de notre émission spéciale 2022 qui s'appelle The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac. C'est un jeu que j'ai essayé au salon de Essen et c'est un jeu assez particulier puisque, pas dans son concept, puisque tout simplement nous allons incarner des héros qui allons essayer de tuer des boss, mais c'est surtout dans l'exécution et la mécanique que c'est assez ambitieux, puisque c'est un jeu non seulement qui se joue avec une application, mais en plus qui utilise le système Tuburu, qui est un système de capteurs électroniques. Et ces capteurs électroniques se placent sous le plateau de jeu. Ça se place aussi dans les socles de figurines et ça se place aussi dans le dé. Et donc, une fois que tout est branché, que votre jeu est branché à l'application, il vous faut, dans l'idéal, un écran par joueur plus un écran pour l'IA, puisque c'est l'IA qui gère le boss. Eh bien, quand vous déplacez vos figurines, c'est reconnu sur l'application, trouve l'endroit où elle se trouve. Vous avez des socles colorés qui s'allument à la base du boss pour savoir quel est son point faible lors de ce tour. Quand vous lancez le dé, le résultat est reconnu directement par l'application. Tout ça via cette espèce de tapis avec des capteurs que vous placez sous le plateau. Moi, quand je l'ai essayé, c'était au Salon des Scènes. Évidemment, ils faisaient une grosse démo. Donc, ils étaient en configuration optimale. Donc, chacun avait un portable. Au bout de la table, tu avais une tablette pour l'IA. Et c'était magnifique et ça marchait très très bien. Le problème, c'est que moi j'ai peur quand même que ça soit une usine à gaz technique. Alors il rassure quand même, déjà à l'époque il m'avait dit il y aura une assistance technique. Pour un jeu de société quand même c'est un peu chaud de dire ça, tu vois. Mais et deuxièmement, ils ont fait une petite bande-annonce pour rassurer au niveau des matières premières, puisque depuis SN, il y a un petit problème de matières premières. Et donc, il est bien indiqué qu'ils ont déjà acheté tous les composants électroniques pour faire le jeu. Donc voilà, ils essayent de rassurer au maximum les backers. Moi, j'ai quand même tendance à dire que c'est pas évident, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça se traduit, le jeu, on est à 138 000 euros, ce qui n'est pas honteux du tout, mais il en est à 587 contributeurs. Il reste un mois. Je comprends qu'il y ait une certaine retenue des backers parce que déjà le jeu du coup est très cher parce qu'évidemment il y a de l'électronique, donc c'est 170 euros
pour ce qui est finalement un jeu d'arène, hein, voilà. Donc vous payez le système Tuburu, enfin voilà. Donc c'est un peu... ouais. Bon, je suis pas sûr. Par contre, j'aime beaucoup le design des grosses figurines des boss. Je trouve les designs très originaux. Voilà. Après, le système de jeu, encore une fois, si ça fonctionne, c'est super rigolo. Mais par contre, il y a tellement de raisons que ça merde à l'installation et sur le long terme aussi, parce que l'électronique, ça s'use, que ouais, voilà. Bon, moi, je parierai pas là-dessus, mais bon. Bah, surtout, on en revient encore une fois à cette question. Finalement, si c'est une application qui gère, si nos lancers de dés sont pas en considération directement par du matériel électronique, bah du coup, que reste-t-il du jeu de plateau finalement? Si c'est juste bouger des pièces, bon, même si voilà, l'idée pourrait être intéressante, probablement à creuser. On a vu, j'étais plutôt hostile à certaines utilisations d'applications à l'origine, et puis j'ai vu aujourd'hui des applications qui fonctionnent très bien, qui apportent une vraie plus-value sur le jeu. Ça reste rare, mais ça existe. Mais là, effectivement, enfin, voilà, on se rapproche de plus en plus du jeu vidéo, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut aussi voir dans la réussite du jeu de plateau une volonté aussi de s'éloigner un peu des écrans, d'être un peu plus actif que sur une simple manette. Et effectivement, si maintenant on doit faire des jeux de plateau avec constamment son téléphone dans la main, finalement, pourquoi pas tout simplement faire un jeu sur son téléphone? C'est une question que je me pose de plus en plus. Ça explique peut-être aussi le demi-succès du jeu pour l'instant. Allez, je te laisse enchaîner du côté de Cthulhu Island. Ah, tu direct on passe aux choses qui fâchent. Très bien. Cthulhu Island. Que diriez-vous de faire un mix entre l'univers de Lovecraft, Jurassic Park et Theme Park? Et ben voilà, ça donne Cthulhu Island. Donc c'est des choses qui semblent complètement incompatibles. Pourtant le jeu tente de tout mêler. Alors, incompatible ne veut pas forcément dire que finalement ça aboutit à quelque chose de mauvais. On se rappellera toujours de Australia, qui proposait un jeu de gestion de train et puis qui se transformait en confrontation avec des grands anciens, et finalement le jeu fonctionnait extrêmement bien. Ouais, c'est bien cool. C'était bien développé. Là, c'est un peu plus particulier. Bon, déjà, on va dire les choses qui fâchent, hein. C'est pas un franc succès. 199 contributeurs, 26 000 euros. Pour une boîte aussi grosse, avec un prix d'entrée aussi cher, et puis quand même l'univers de Lovecraft qui d'habitude remporte un certain succès. On va pas se mentir, voilà, les gens semblent plutôt sceptiques, et je fais partie de ces sceptiques, je crois que toi aussi d'ailleurs. Ouais. Il y a plusieurs choses qui vont pas. Alors le matériel est très beau globalement, mais peut-être trop. En fait, il y a une volonté de gigantisme dans le matériel. C'est bling qui, bling. selon moi, qui ne sert qu'à justifier un prix aussi élevé en fait. Les pions sont énormes, les cartes sont énormes, il y a des figurines, voilà. Finalement, on s'aperçoit que beaucoup des figurines ne servent finalement pas à grand chose. Finalement, on pourrait réduire la taille du matériel de manière sans que ça impacte réellement l'ergonomie du jeu. On a ce côté un peu bizarre de ce design des personnages qui sont en fait une espèce de rip-off d'acteurs plus ou moins connus. Donc bon, pas vraiment énormément d'originalité dans le design. Et puis, moi, je trouve que c'est des univers qui matchent pas très bien. En tout cas, la proposition qu'ils font sur jeu de gestion de parc et univers Lovecraftien, pour moi, ça, là pour le coup, je serais la meilleuse ne prend pas. Tu ne fantasmes pas d'un zoo avec des grands anciens? Ouais, déjà, je trouve que l'idée est un peu, un peu saugrenue, parce qu'on perd vraiment toute la dimension. Ça casse le mythe. Hein. C'est ça, exactement. Autant des dinosaures ont gardé cette notion de peur, de danger, mais parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez. Ce sont des animaux aussi. Voilà. Là, les grands anciens, normalement, on les voit, on est pris de folie et on meurt. Donc, j'avoue que j'ai un peu du mal à saisir. C'est un peu dévoyer Lovecraft quand même. Là, je peux dire, à force de tartiner du Lovecraft, on a déjà parlé. Il n'y a pas de droit sur Lovecraft. Donc, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc, voilà, les gens l'utilisent comme ils veulent. Et du Cthulhu, on en bouffe, mais on en bouffe. Et ça s'en dégoûter, quoi. Et puis là, ça devient quasiment parodique. Enfin, tu vois, c'est... Surtout qu'en plus, comme tu le disais, c'est libre de droit et tout le monde l'utilise, mais t'as l'impression que dans l'esprit des gens, Lovecraft, c'est que Cthulhu, quoi. C'est-à-dire qu'il a rien fait d'autre. Il n'y a pas de contre-proposition à l'univers. Enfin, je sais pas, par exemple, hormis quelques extensions dans des jeux autour de Cthulhu, mais je veux dire, l'univers des contrées du rêve a été assez peu exploité.
Il y a tous ces côtés sur la sorcellerie où finalement à la fin ça finit toujours avec des grands anciens et Cthulhu qui débarque. J'ai un peu l'impression que Cthulhu il débarque à chaque fois, tu sais. Pareil, voilà, je trouve qu'il y a encore tout un pan de l'univers de Lovecraft qui est assez peu utilisé et j'ai un peu du mal à saisir. Enfin, on sent que il y a quand même beaucoup d'opportunisme, quoi. Allez, on va foutre Cthulhu dans le titre, on est sûr de rameuter quelques fans. Tu connais Jurassic Park ? Tu connais Cthulhu ? Ouais. Et bam, mec, j'ai une idée. Voilà. Mais je suis content de voir que le public a été intelligent et qu'il se laisse finalement assez peu berner par cette proposition. Allez, j'enchaîne. Toujours sur Kickstarter avec Onus, Traianus. Donc c'est un wargame, ça passe à l'époque romaine, où vous allez vous affronter sur un terrain de jeu entre romains, celtes, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Bon, il y a toutes les peuplades de l'époque. Hein. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est du wargame sans figurines. Les régiments sont personnifiés par des cartes en fait. Et donc tu déplaces tes cartes comme si c'était des régiments sur des socles, tu vois. Ça donne un wargame quand même qui a mine de rien de l'ampleur parce qu'il y a quand même pas mal de troupes sur le sol. Mais pour un prix, correct, hein, tu vois, il est à 49 €. Donc voilà, c'est souvent qu'il y a des auteurs qui essayent de trouver des formes alternatives au gros wargame en repensant la chose, en le rétrécissant. On en a vu plusieurs exemples. Et là, c'est un exemple de plus. Donc, c'est des gros decks de cartes avec des dessins de régiments dessus, avec tout un tas de statistiques. Hein, ça reste du vrai wargame. Vous avez du token, vous avez du dé. Vous avez même une petite règle pour mesurer. Hein. Tout ça, c'est du vrai wargame sérieux, mais à un prix correct et qui va pas vous prendre la moitié de votre appartement. Donc, je trouve ça toujours intéressant. Pas de VF pour l'instant. Il en est à 78 000 €, 834 contributeurs. Il reste un mois, 834 contributeurs pour un wargame de l'Empire romain avec des cartes. Apparemment, je suis pas le seul à avoir été assez séduit par le projet. Eh bien, moi, je vais vous parler de... Attention, roulement de tambour. Ryozen, donc un jeu qui va se passer, oh là là, dans un univers un peu chinois-japonais. Mais t'es tellement prévisible, Swan, t'es tellement prévisible. Ça en devient presque triste. Même moi, je me désespère. Donc voilà, vous allez interpréter différents camps. Vous allez être aux abords d'une ville, et cette ville, vous allez devoir accomplir différentes tâches à l'intérieur pour gagner des points de gloire et être le meilleur. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'au centre de cette ville, il va y avoir un château, et en fait qui va être placé sur une tuile qui va pouvoir pivoter. Alors si vous prenez l'édition de luxe, en plus ça va être un château en format physique. Yeah. Et donc du coup, voilà, vous allez pouvoir pivoter pour mettre en avant tel ou tel quartier de la ville. C'est proposé par les petits gars de Tabula Games, qui ont fait notamment tous les univers dans l'univers de Wolferion, etc. Donc c'est des gens qui maîtrisent bien, qui ont déjà fait leurs preuves par le passé. Je trouve le jeu extrêmement beau. Ouais, super. Je trouve que voilà, c'est le genre de plateau qui, sur la table, claque bien sans en faire des caisses avec 1000 ans d'installation. Parce qu'après, le reste des composants, c'est surtout des cartes. Il y a un style graphique qui, pour moi, me parle énormément. Alors, je mention spéciale, juste pour parenthèse, mention spéciale à la grenouille qu'il y a sur... J'adore la gueule de la grenouille qui fait à moitié la tronche, qui te regarde comme si t'étais une merde. Et j'adore le design de cette bestiole. Mais voilà, en tout cas, un petit projet à suivre, je pense que on va probablement en reparler. Voilà, je voulais juste signaler aussi que vous avez la possibilité, il y aura une VF, et vous avez la possibilité de suivre aussi la campagne en VF de son côté, donc voilà. Et en parlant de campagne française, juste pour info, sachez que vous avez toujours le late pledge en français de La Mort aux Trousses. Ce petit jeu solo narratif à la Mad Max qui s'appelle Wrecked Land, qui est plus du tout sur Kickstarter là depuis quelques semaines, mais la campagne française continue sur la page d'Origames. On vous met le lien en description. J'ai fait le tour de mon côté. Et toi, il te reste encore des animaux, toi ? Ouais, il me reste encore et toujours des animaux avec Boss Dog Card Game. Je veux pas lire le titre en entier, évidemment, je ne peux pas. Sinon, il y a encore demain. Voilà, un petit jeu de fortement inspiré de la saga du parrain. Mais avec des kleps. Mais avec des chiens, voilà. Vous allez devoir voler de la nourriture pour tenter de vous attirer les faveurs, non pas du Godfather, mais bien du Dogfather. J'ai l'impression que ce jeu n'a été fait que pour ce jeu de Ah oui, c'est ça. En fait, c'est un jeu qui a été créé après une soirée trop arrosée, c'est évident. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous pouvez, si vous faites partie des Early Bird, vous pouvez même repartir avec une petite peluche. Ah, je croyais que t'allais repartir avec un chien.
Polissimo. envoyé par Colissimo. Ouais, après, la campagne en soi, je vais pas m'éterniser non plus. Je trouve que le jeu est extrêmement cher pour ce qu'il propose. Hmm. Parce que oui, ok, il y a une version du jeu assez simple, mais qui est finalement très limitée dans les mécanismes. Et finalement, on s'aperçoit que plus on veut avoir en fait un jeu vraiment complet, plus il va falloir partir sur des contributions élevées. Et je suis désolé, mais pour un petit jeu de cartes comme ça, voir que à la fin on peut finir avec des contributions à 149 $. Faut pas déconner. Je suis pas ultra fan du design. J'ai un peu l'impression que tout ce qui est côté un peu bouffe, un peu chien, c'est bien pensé, mais tout ce qui va être en gros cartes pour se mettre des bâtons dans les roues, j'ai un peu l'impression qu'elles sont assez feignantes sur le design. Le jeu est quand même rigolo, des petits jeux comme ça, avec un petit peu de gameplay un peu plus développé, c'est pas forcément ce qu'on trouve tous les jours, mais moi, selon moi, faut quand même passer son tour sur ce jeu-ci, il y a bien plus intéressant, et en parlant de plus intéressant, on peut passer au trio de tête. Tout à fait. Donc en troisième position, nous avons Illiterati qui a perdu une petite place par rapport à la semaine dernière. Il en est à 194 000 euros, 1693 contributeurs. C'est sa dernière semaine. Je crois qu'ils ont rajouté un mode VS. C'est-à-dire joueur contre joueur. Ouais, dans les stretch goals, ils ont débloqué ça. C'est intéressant, c'est sympa de proposer plus de variations dans le gameplay. Puis en plus, si vous n'avez juste pas envie d'avoir d'amis et que vous avez juste envie de vous foutre sur la tronche, vous pourrez maintenant le faire à base de lettres. Ça, c'est bien. Deuxième position, alors c'est une montée fulgurante pour Hamlet, The Village Building Game, qui a gagné 4 places, qui se retrouve en deuxième position cette semaine. Donc c'est ce jeu de cottage anglais, dans lequel vous allez faire évoluer votre hameau en village, jusqu'à construire une belle église en son centre. Voilà, donc jeu très esthétique, avec des meeples tout mignons. Il y a un côté à la fois jeu qui fait très simple, mais on sent qu'il y a quand même une mécanique derrière qui est bien pensée, bien efficace. Le jeu, il en a 257 000 euros et ils ont dépassé la barre des 5 000 contributeurs et il reste 10 jours. Donc là aussi, c'est un vrai succès. Surprise pour moi aussi, parce que j'attendais pas du tout ce jeu. Oui, c'est vrai qu'il sort un peu de nulle part, mais d'ailleurs, on l'a vu dans vos commentaires aussi sur la précédente émission que vous étiez quand même plusieurs à être un petit peu attirés par le jeu, par les propositions qu'il faisait. Après, c'est vrai que je trouve que c'est probablement le jeu le plus beau de la sélection de cette semaine. Ah oui, c'est déjà très le beau. cas, je trouve, la semaine dernière. Je trouve que, en termes de design, ouais, ça donne envie d'y être, ça donne envie de vivre dans ce jeu. Et en première position cette semaine, et ben boum, débarqué directement. C'est une entrée, 1,5 million d'euros en 24 heures, 6155 backers, et il reste plus de 15 jours. C'est Tamashii Chronicle of Ascend. Là, on est dans du cyberpunk. On est dans un futur pourri, au Japon, dans lequel une intelligence artificielle a quasiment terminé l'humain, enfin en tout cas l'a rendu en esclavage, et vous faites partie des rebelles qui vont essayer de contrecarrer les plans de l'intelligence artificielle. Et il y a une VF, et c'est un énorme succès. C'est Awaken Realms Light qui fait ce jeu. Alors Awaken Realms, c'est un éditeur qui fait beaucoup de Kickstarter, qui est une boîte très sérieuse, mais c'est leur filiale qui s'appelle Light, parce que, attention, et ça c'est peut-être pas évident pour les gens qui découvrent le projet, si vous vous attendez à une plongée dans une ville cyberpunk tentaculaire, vous allez poursuivre des aventures, des explorations, des rencontres, qu'on a en tête le jeu vidéo évidemment Cyberpunk 2077, c'est pas ça. C'est plutôt un jeu à mission courte, assez rapide à apprendre, plutôt avec des poses de tokens pour du hacking. Évidemment, ça fait partie des b.a.-ba du cyberpunk, mais ce n'est pas le gros jeu. Voilà, si c'est ça que vous vouliez, il y avait un jeu français fait par Red Joker que j'ai backé d'ailleurs il y a quelques mois qui s'appelait Cyber Odyssey, qui est beaucoup plus dans qui est beaucoup plus dans le, on va dire dans la plongée de la ville cyberpunk. Là, reste un jeu comme l'indique cet éditeur qui est Light. Bah, sachant qu'en plus, actuellement, Awaken Realms, ils sont en pleine livraison de leur précédente campagne. Donc là, il y a la vague 2 de Authentic Grail qui est en train d'être livrée aux backers, bon, avec quelques difficultés liées à la situation en Ukraine. Hein. Rappelons que c'est quand même un éditeur polonais, qu'ils avaient beaucoup de collaborateurs qui travaillent en Ukraine. Donc actuellement, ils ont quelques difficultés. On sait que The Great Wall a été livré il n'y a pas si longtemps que ça. On a eu aussi les premières campagnes de Etherfield qui ont été faites. Donc là, ils sont en pleine phase de livraison. Après
dire un certain embouteillage qui commençait à inquiéter. Mais bon, bah voilà, ils ont repris du poil de la bête. Donc je trouve que ce jeu-là, par rapport à d'autres éditeurs, n'arrive pas trop tôt dans ce qu'ils ont à proposer. Je trouve que ils sont dans les temps. À titre purement personnel, je trouve pas très attrayant. L'univers néon, rose, bleu, c'est pas vraiment ma vision du cyberpunk. Le côté japonais, je le ressens pas du tout. Mais ce que je trouve assez intéressant dans le système de campagne, c'est qu'ils ont bien insisté sur le fait que, en fonction des scénarios, des fois il faudra jouer ensemble, des fois il faudra jouer contre, des fois il y a certains scénarios qui ne pourraient être faits qu'en solo. Et donc du coup, il y a cette volonté de vous êtes des amis, mais que quand vous avez un objectif identique, mais sinon il peut vous arriver d'opérer chacun dans votre coin, et ça je trouve ça plutôt original de faire ça au sein d'une même campagne. Bon, en tout cas, c'est un énorme succès. Hein. Un énorme succès. On va voir jusqu'où il va aller, parce qu'il reste une bonne quinzaine de jours. Alors, le petit truc original qu'il y a dans le jeu, je trouve, enfin, ce que je trouve marrant, c'est que vous allez pouvoir changer de personnage, mais votre conscience reste la même. C'est-à-dire que vous êtes dans le futur, vous pouvez mettre votre conscience dans un autre corps, en fait. Alors, comment ça va se traduire? Est-ce que c'est un truc gadget pour dire tu peux changer de personnage en cours de jeu, ou est-ce qu'il va vraiment y avoir un gameplay où tu vas avoir des restes, des caractéristiques de ton personnage de base qui vont s'ajouter, ou je sais pas, faudrait voir ça en détail, mais je trouve que l'idée est belle, donc j'espère que c'est pas juste un gadget en tout cas. Et bien voilà, on a fait le tour du top 10 de la semaine. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à faire vos commentaires sur les campagnes. Qu'est-ce qui vous hype le plus cette semaine? N'hésitez pas à vous abonner au Troll Savant si vous découvrez. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Salut Swan. À la semaine prochaine. Salut à tous et à toutes. Et puis en attendant, jouez bien. Ciao.